Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et une question pour commencer cette émission. Un film peut-il changer le monde? Ou au moins, calmons-nous, changer nos habitudes, nos mauvaises habitudes qui vont bien au-delà de consommer de la pâte à tartiner. On vous emmène ce soir au pays des arbres, ou plutôt des palmiers qui les ont remplacés. C'est joli, les palmiers, ce sont des belles plantes. Il y en a partout, en Malaisie, en Indonésie. C'est joli, mais à force d'en planter des centaines de milliers, ça devient flippant. Et le plus flippant là-dedans, c'est encore le silence. Le silence des oiseaux, celui des orang-outans, privés de leur milieu naturel. Et puis le silence des gouvernements aussi. L'Indonésie en première ligne, mais aussi quasi tous les autres. La France, la Belgique et en bout de course. Le nôtre de silence complice face à l'huile de palme qui envahit les placards de nos cuisines et de nos salles de bain. Édouard Bergeon est l'invité de LCR ce soir. Listen carefully. What do you hear? I don't hear anything. Because there is nothing to hear. No more birds, no more insects, no more orangutans. All gone. Je les accuse de massacrer la planète. De tuer des villageois. Hey yo, stop, fermé. Et de laisser en prison un innocent pour le réduire au silence. Mon fils est condamné à mort et je peux compter sur personne. Non, s'il vous plaît, non. Saïd Ayouch, attaché dans ma salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attaqué un village. Ils nous piégés, voilà. Tout ça, c'est à cause de leur putain d'huile de palme. Mais on en met partout. Tout le monde en croque, y compris dans les hautes sphères. Alors l'huile de palme, on n'y touche pas. Ce matin, la cour d'appel de Jakarta vient de confirmer la condamnation à mort de Martin Landreau. Moi, ce que je veux, c'est récupérer mon fils. Ma mère a raison. Quand on veut changer le monde ne se laisse pas faire. Votre fils se trouve au cœur d'un jeu économique et politique qui dépasse complètement son cas. Apart from your mother, no one will believe you. We continue to destroy the forest, even though we know the consequences. Martin et Momo va se battre. On va aller jusqu'au bout. Voilà la promesse verte d'Édouard Bergeon qui sort aujourd'hui sur les écrans, sur les grands écrans. Bonsoir Édouard. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Merci d'être ici chez nous à Bruxelles pour parler de ce film important, je trouve, important au niveau écologique. On va en parler. Et pas seulement, je dirais, politique, même au sens large et au sens mondial du terme. La promesse verte, Alexandra Lamy en mère courage, comme ça, incroyable. Extraordinaire. Elle porte vraiment le film. On sent qu'il y a une conviction chez elle. C'est Madame Tout-le-Monde, mais qui devient une louve, une lionne, pour sauver son fils par amour. C'est viscéral. À la base, c'est ça, évidemment. C'est Félix Moiti qui joue le rôle du fils. Un thriller écologique, éco-thriller, comment on peut appeler ça? Un thriller, déjà. C'est un film de cinéma et on voyage. On suit cette maman, justement, dans 1000 décors. On l'a vu sur une barque, dans des prisons, au milieu des palmeraies de la forêt primaire. À Paris, pas loin des responsables politiques. Dans un cinéma du réel que j'aime faire. Et avec elle, on va se prendre des portes dans la tête, on va avoir de l'espoir, on va vibrer, on va pleurer. Complètement. Et va-t-elle réussir à sauver son fils? Il ne faut surtout pas dire la fin. Ça s'appelle La Promesse Verte. La promesse verte, c'est ironique évidemment, c'est la promesse quoi, d'un biocarburant Les promesses n'engagent que ceux qui... c'est ça, je crois que vous le dites dans le film à un moment donné. En fait, c'est un biocarburant vert, c'est ça? En fait, on détruit la forêt primaire, qui est un patrimoine inestimable. Ça a beau se passer à l'autre bout du monde, ça nous concerne tous puisqu'on respire avec ce poumon. Pour planter là, en l'occurrence, des palmiers à huile, j'aurais pu parler du maïs, du soja en Amérique du Sud, peu importe, en tout cas. Ouais, c'est un peu la même, enfin c'est pas la même chose, mais on est dans la même problématique, quoi. Exactement, mais ça part d'une histoire agricole d'ailleurs. Moi, je suis fils d'agriculteur, j'ai fait mon premier film Au nom de la terre où je racontais l'histoire de mon père, qui était le suicide de mon père. Et pendant le tournage, je tombe sur une manif d'agriculteurs, comme il y a eu ces dernières semaines en France, en Belgique, où les agris notamment sortaient pour dire n'importons pas du bout du monde.
ce qu'on ne veut pas, qui a un coût social, environnemental qui est complètement déplorable par rapport à ce qu'on nous demande. Et en fait, ça part de ça. Ça part d'une histoire agricole. Et ensuite, la promesse verte. Alors, ce qu'on mange, parce que forcément, dans plein de plats transformés, il y a cette huile qui est pas chère et qui est extraordinaire, qui permet d'alourdir les produits, de les conserver. Un cosmétique aussi. Un cosmétique, dans la lessive, et puis dans l'énergie verte, l'électricité verte, bientôt le kérosène vert, le carburant vert. Tout est vert, tout va bien. Tout va bien vu d'ici. Et encore, parce que on sait même pas ce que ça réserve pour la santé. Vous imaginez, on est capable de détruire cette forêt. De chacun, Donc ce sont des forêts primaires. En fait, il y en a 3 grandes. Là, c'est Bornéo. Il y a le Congo, je crois aussi. Il y a l'Afrique centrale et puis l'Amazonie, forcément. L'Amazonie, évidemment. Et l'Asie du Sud-Est, on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai qu'il y a des forêts primaires extraordinaires. Pourquoi vous avez choisi spécialement l'île de Bornéo ? Parce qu'en fait, l'Indonésie, Bornéo, est le premier producteur mondial d'huile de palme, factuellement. Moi, je suis un journaliste, un documentariste, et j'ai documenté en fait mon film. Il y a de la fiction, c'est un film de fiction, c'est pas inspiré d'après l'histoire vraie de cette maman, mais en fait tout ce qui nourrit les personnages, toute ressemblance avec la réalité est fortuite, dirons-nous. Bien sûr. Donc, la fiction, ça permet de faire passer des messages, parce qu'en plus Alexandra Lamy, c'est pas n'importe quelle actrice, elle est très populaire, je crois que c'est une des plus aimées du public français, donc je veux dire ça aide à l'adhésion. Exactement, elle porte un message, on ne l'attend pas forcément là, dans cette mère courage, mais elle porte ce rôle d'une manière extraordinaire. Et donc faire de la fiction par rapport à un docu... Moi j'ai toujours un pied dans le documentaire et un pied dans la fiction. Il y a un côté documentaire quand même. C'est des images de cinéma, ce sont des comédiens, mais oui, il y a un côté documentaire, c'est un cinéma du réel que j'aime faire et je pense que l'un va avec l'autre. Moi je travaille toujours pour la télévision, pour des documentaires, pour amener des sujets. Le dernièrement, Femmes de la Terre, où je raconte 70 ans de combat pour des agricultrices, ma mère, mes grands-mères, mes arrière-grand-mères qui n'avaient pas de statut et qui au prix de combat en ont acquis un et aujourd'hui sont actrices pleinement de la transition écologique. Et là, le temps plus long, la culture, l'agriculture, c'est du temps long. Raphaël Quenard, lors des Césars, en a parlé, mais c'est 5 ans pour faire ce film. Et puis le porter jusqu'ici, en Belgique, et là, le laisser au public pour la salle, cette salle noire où on ne touche pas à son téléphone et on prend des émotions. Et Alexandra Lamy nous emmène, cette mère courage nous emmène, nous fait vibrer, nous fait mal au ventre. Et c'est bien foutu, le corps humain. Le ventre, il est connecté au cerveau. Peut-être que quand on sort, on ressort un peu différemment. Peut-être qu'on ouvre ses placards et justement, on change un peu on devient plus consommateur et plus consommateur. On l'espère. Il y a d'autres choses aussi dans ce film. Il y a par exemple la destruction d'un village, parce qu'il y a des gens qui vivent là, dans ces régions-là. Des paysans locaux, des autochtones, qui travaillent cette terre depuis tout le temps. Et il y a de la corruption, et il y a ces entreprises qui font de l'huile de palme qui veulent les virer parce que ça les emmerde. On rentre dans le thriller, là. On rentre dans toute la machination. Non, mais voilà. Et ça, c'est réel. Ça, c'est des choses qui existent. C'est une info que je donne pas dans le film, mais en fait, il y a un défenseur de l'environnement, un activiste, on peut l'appeler comme on veut, qui disparaît tous les 2 jours dans le monde. Tous les 2 jours dans le monde, il y a un activiste écolo qui beaucoup disparaît. en Amérique du Sud, au Brésil et tout. Et c'est pareil en Asie du Sud-Est. Moi, j'étais pas là pour faire le procès d'un pays où on fait du cinéma, il y a des cow-boys, il y a des méchants. Non, parce que le portrait d'une activiste, quand même. Oui, alors je me suis inspiré d'activistes indonésiennes, notamment une Mina Setra, qui était une activiste d'Ayak et qui a inspiré Nila, qui est la jeune femme lanceuse d'alerte. Ce sont souvent des jeunes femmes aujourd'hui qui défendent leur peuple, leur territoire. Et ce film s'adresse notamment aux plus jeunes. Et je suis très heureux qu'en France, beaucoup de scolaires, collégiens, lycéens puissent assister justement à des projections et ensuite s'accrochent au film pour faire des débats. Et c'est là que pour moi, c'est intéressant. Le cinéma peut avoir ce rôle-là aussi. Mais la corruption de l'Indonésie, l'économie mondialisée. La collusion, il y a le gouvernement français aussi. Ça s'appelle la diplomatie. Ça s'appelle le lobbying. J'ai des conseillers du Quai d'Orsay, donc du ministère, qui m'ont aidé à ce que ça soit crédible. On a tourné au Quai d'Orsay, le palais de la diplomatie en France. Vous imaginez bien qu'ils ont lu le scénario avant de nous accueillir. C'était gratuit, mais en tout cas, on a tourné au Quai d'Orsay. Donc, il n'y a pas... Et donc là, il y a des collusions entre les gouvernements, vous croyez ? Bon, alors on ferme les yeux, parce que ce qu'il faut facilite... Ce qu'il faut juste dire, c'est que le fils, donc c'est Martin, je crois, le personnage, il va être condamné injustement. On lui met, en gros, on lui fait porter le chapeau. On lui fait porter le chapeau de tout. Et il est moyennement défendu par la France, voire pas. Je ne vais pas dire la fin du film, mais je pense que la France ne laisse pas quand même pourrir ses ressortissants à l'autre bout du monde. Mais en tout cas... c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, il y a des lobbies. En fait, quand j'écrivais ce film, c'était les intérêts de chacun sur l'autel de l'environnement, de la planète. En fait, chacun son intérêt. Et on voit bien que
cette huile qui vient chez nous, en Europe, elle est moins chère que celle qu'on est capable de produire ici. Ouais. Mais parce que le transport ne vaut rien. Le transport en cargo n'est pas taxé. Donc à un moment donné, c'est la même chose pour la fast fashion avec les fringues et pour plein d'autres denrées. C'est là qu'à un moment donné, avec le monde qui se réchauffe, avec le monde qui change, peut-être vraiment falloir se poser des questions. Mais on n'est peut-être pas assez près encore. Peut-être qu'on n'est pas assez près du mur. Ouais. Vous êtes inquiet, Édouard? Moi, je fais partie des optimistes toujours. Les agriculteurs sont venus, c'est pas très loin d'ici, Bruxelles, la Commission européenne, tout ça. Ils ont manifesté à Paris, mais aussi à Bruxelles. Ça n'a rien changé. Ils vont continuer même. Je pense qu'on est qu'au début. Ouais. Il y a des enjeux sur l'eau, il y a des enjeux sur notre souveraineté alimentaire qui vont être de plus en plus forts au fil des années qui vont passer, avec une terre qui se réchauffe. Donc, on n'aura pas le choix. Non, on n'aura pas le choix. À un moment donné, il va falloir qu'on relocalise et qu'on retrouve une souveraineté alimentaire et industrielle, je pense. Après, je ne suis pas devin, mais en tout cas, ça sera peut-être l'objet d'autres récits. Vous êtes cinéaste et c'est une façon peut-être de faire changer pas le monde, mais peut-être les mentalités doucement par des... On peut se marrer au cinéma, on peut partir, on peut aller voir Dune et partir loin, mais on peut aussi faire du cinéma, j'ai lu quelque part, populaire exigeant. C'est-à-dire que c'est ça. Moi je fais un cinéma populaire c'était déjà ça, avec des comédiens populaires, et je trouve que c'est un beau mot d'être populaire. C'est Lino Ventura qui le disait, je fais du cinéma pour les spectateurs en fait. Ouais. Et j'essaie de faire la même chose, et je n'étais pas prévu que je fasse du cinéma un jour, donc autant que je continue à être dans mon sillon rural et agricole. Ouais, sillon, jeu de mots. Continuez dans votre sillon cinématographique, c'est pas mal aussi. Très rapidement, c'est un auteur populaire aussi, Nicolas Mathieu, c'est le conseil lecture. Ouais, quelque part Connemara, pourquoi oui, parce qu'il a grandi dans les Vosges. Moi, j'ai grandi vers Poitiers, donc dans le Poitou-Charentes. Il a inscrit ce deuxième roman après leurs enfants après eux dans cette même région. Il raconte l'adolescence dans les années 90, ma génération, et un amour perdu à Épinal, un ancien sportif de haut niveau qui fait du hockey. Moi, je fais du vélo. Et puis le mi-temps de la vie. Et puis c'est assez factuel. C'est une plume tendu, direct, et c'est quelque chose qui m'a bien secoué, et je m'y retrouve. Donc c'est ce que j'aimerais raconter aussi dans des docus ou des films de fiction. Super bouquin et super film aussi. Merci beaucoup. Allez voir. Merci. Ça s'appelle La Promesse Verte. C'est à partir d'aujourd'hui sur les écrans. Traînez pas parce que ça va vite. Les films, il y en a beaucoup. C'est dur aujourd'hui le cinéma. Oui, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que c'est dur. Je vais peut-être aller faire pousser des légumes avec du temps plus long. Allez savoir. Ouais, en parallèle. Merci Édouard. Merci. Bon retour à Paris. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.